remettre ça en plein écran. Puis on va aller, donc le Groenland, on s'en va sur la côte est du Groenland. Puis là, on va tomber dans un territoire un petit peu plus précis. Finalement, le vol d'avion fait Montréal. Là, après ça, l'itinéraire, là, ça peut changer, là, mais des fois, c'est Montréal, Toronto, Toronto, Reykjavik en Islande. Et de l'Islande, on revient quasiment sur nos pas pour aller à Kulusuk, qui est le petit point rouge là, qu'on voit un petit peu en bas de l'image, au fait. Donc, Kulusuk, vraiment un petit village, vraiment, il y a peut-être 200, 250 personnes à peu près qui habitent dans ce village-là. Puis après ça, on va se déplacer un petit peu plus vers le nord-est. Puis, ça encore, c'est des notes personnelles là, que je vous partage, là, des fonds de cartes que j'utilise. Donc, du moins, c'est pas tous les campements qu'on va utiliser, mais c'est différents campements qu'on va utiliser. Donc, de Karali, on va se diriger en bateau vers Karali, qui se situe en haut, un petit peu plus sur la droite. Et puis après ça, on va vraiment tout faire en marchant. On va relier les campements vers Nunartivac, vers Ikatek, vers Tounou, vers le gazebo, vers le FATFC. Donc, excusez-moi pour les acronymes, mais j'ai l'habitude au fait de nommer personnellement certains campements qui ne portent pas de nom. Donc, le FATFC, c'est le Faraway Tasiilaq Fjord Camp. Donc, c'est dans ce fjord-là, finalement, qu'on termine notre randonnée. Donc, en gros, là, c'est juste vous dresser un portrait général un petit peu de la situation. Donc, on part de Kulusuk, on va en bateau jusqu'à Clarali. Je vais en parler un petit peu plus tard de ce beau bateau-là qu'on va faire. Après ça, à pied, on rejoint ces différents campements-là jusqu'au FATFC, jusqu'au fjord Tasiilaq qu'on appelle. Et puis après ça, on va un petit peu au nord de ce fjord, de ce campement-là pendant 2 à 3 jours aussi pour pouvoir explorer un petit peu plus cette vallée-là, la fameuse vallée des Triplettes, comme je vous parlais un petit peu au début. Donc après ça, on revient, les bateaux reviennent nous chercher et on s'en va à Kulusuk. Puis au courant de l'expédition, pour terminer ce portrait global-là, on n'a pas de charge à porter sur nos épaules, donc c'est vraiment des transferts en bateau qui amènent de campement en campement les différents bagages qu'on utilise. Donc on marche uniquement avec notre sac de jour, donc ça amène énormément de confort pour la marche. Donc, let's go. Là, on va partir un petit peu plus ça, c'est plus précisément du moins une idée de la majorité des campements qu'on va faire. Peut-être que c'est intéressant quand même à voir qu'une majorité des déplacements qu'on va faire, c'est des déplacements côtiers. Donc, on pourrait avoir l'idée que c'est quelque chose de super plat. Oui, si on regarde ça sur une longue distance, mais il y a beaucoup de petites montées de descente. Donc, c'est quand même assez monte-descente. À quelques endroits, on peut retrouver des traces de sentiers. D'année en année, évidemment, nos expéditions sont là. Et puis, d'année en année, ben, des fois, il y a des petits cheminements qu'on arrive à voir sur le sentier. Donc, c'est juste pour vous donner un petit portrait au niveau du dénivelé. Je dirais la première journée de trek qu'on va faire, c'est une journée où il y a plus de dénivelé. Les autres journées, généralement, c'est vraiment beaucoup plus des déplacements où les dénivelés journaliers sont relativement faibles, mais dû à la nature du terrain, justement, ces montées et ces descentes-là, et des terrains majoritairement euh, toundriques, au fait, là, finalement, donc la roche est de la très, très basse végétation. Malgré tout ça, ça amène quand même de la difficulté dans la marche. Donc, c'est difficile de comparer ça avec quelque chose qu'on pourrait faire au Québec. Mais sinon, en gros, au niveau de la durée de marche par jour, on parle d'à peu près 5h30 à 6 heures de marche de manière générale par jour qu'on va avoir à faire. Donc, c'est quand même, en termes de temps, c'est relativement quand même assez soutenu. Puis, ne pas négliger la composante du terrain, comme je disais, le terrain toundrique et tout ça, beaucoup de montées, descentes, des traverses de rivières. Donc, ça reste quand même malgré qu'il n'y ait pas de dénivelé important ou d'altitude, ça reste quand même un terrain qui est quand même, je dirais, qui rentrerait dans une catégorie de terrain qui est relativement quand même difficile à progresser dessus. Donc, on ne va pas faire du 4-5 km/h là, tu sais, là-dessus. On va être alentour de 1,5-ish, 2 dans des pointes là, de vitesse. Là. Donc, c'est à peu près à ça que ça ressemble.
Donc, je pars là, j'ai vraiment parti l'entonnoir assez gros, tout ça. Fait que là, je vous amène vraiment pour que vous ayez vraiment les images d'un peu à quoi ça ressemble. Donc, on arrive en avion à Kulusuk, ce petit village-là, la porte d'entrée finalement de la côte est du Groenland. Donc, on arrive dans ce village-là. Donc, les petites maisons semé un peu partout. Tu sais, moi, je suis originaire des îles de la Madeleine, puis il y a un petit quelque chose qui ressemble aux îles à Clouseau, ces maisons un peu distribuées comme un peu partout. Puis les couleurs aussi, les rouges, les bleus, les jaunes, etc. Donc, c'est vraiment très, très typé comme paysage, vraiment particulièrement joli. On va dire ça de cette façon-là. Puis ça me fait penser un petit peu à mes racines, ces paysages-là. Donc, on arrive à Kulusuk et on s'en va. La Maison Bleue que vous voyez, c'est le fameux refuge de l'ours. Donc, c'est une maison qui appartient à Marie-Josée. Marie-Josée qui est guide chez Caravanier depuis des lustres aussi, depuis très, très longtemps. Donc, c'est une maison qui lui appartient. C'est une maison on avait même pensé acheter à plusieurs guides, mais finalement, c'est Marie-Josée qui a décidé de l'acheter. Elle l'a soigné, elle en a pris soin comme la prunelle de ses yeux et on a vraiment, je dirais simplement la chance au fait de pouvoir utiliser cet hébergement-là, qui est un hébergement qu'on pourrait qualifier de rustique, mais chaleureux dans sa rusticité. Puis donc, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, mais on a accès à de l'eau évidemment, puis on a un confort quand même intéressant dans cette maison qui est, pour de vrai, qui est vraiment très chaleureuse. Donc, cette petite terrasse-là, je vous garde évidemment tu sais, je ne vais pas tout vous montrer les petits highlights du voyage, mais quand on est assis sur cette terrasse et qu'on regarde au loin, c'est évident qu'on voit des icebergs et on entend très souvent aussi le souffle des baleines qui sont tout près. Donc, c'est un petit peu plus difficile de les voir. Quelqu'un avec des bons yeux pourrait les voir, mais vous allez assurément les entendre. Donc, c'est vraiment une petite terrasse. C'est comme une petite parenthèse sur cette planète-là où on a la majorité des gens se sentent vraiment très bien dans cet endroit-là. Donc, c'est super plaisant comme lieu, très très beau évidemment. Puis, dans cette maison-là, on dort en style dortoir. Là, ici, on voit du moins, je pense qu'il y a mon garçon qui est là, Adrien, qui est en train de dormir et tout ça. Donc, on dort sur des tapis qui sont fournis, du moins pour la partie gîte de l'ours, qui sont fournis. Donc, on dort tout le monde dans ce dortoir-là. On a accès à une toilette au premier étage, une cuisine et un salon, salle à manger pour pouvoir finalement mettre les premiers pas au Groenland, aussi simple que ça. Donc ça, à quelques minutes même pas quelques minutes, c'est quelques minutes pour de vrai, ça doit être 3 4 minutes de marche. On se retrouve sur le bord de l'eau. Puis justement, on peut voir ces baleines-là qui sont tout près, les entendre. On en voit une présentement là, au cœur de l'image. Puis au loin, si vous regardez, ben, on peut voir tu sais, un iceberg tabulaire là, qu'on voit un peu sur la gauche de l'image. Donc dès qu'on arrive au Groenland, on est complètement plongé dans ce territoire-là qui nous donne de l'oxygène. Je pense que je dirais simplement ça comme ça. Donc, le matin, on va passer, je pense qu'on passe une nuit ou deux, c'est à vérifier là, à l'horaire. Mais une chose est sûre, c'est on part en trek. Donc, on met les choses sur le bord de la route. Il y a un petit 4 roues qui vient nous chercher, donc qui prend tous ces bagages-là, qui les amène après ça au quai, le quai qui est littéralement, je pense, à 4 minutes 30 à pied de où on est. Puis à partir de là, on charge des petits bateaux. Tout dépendant du nombre de personnes dans le groupe, ben, ça peut être 2 bateaux, ça peut être 3 bateaux-ish. Et puis c'est toute la même petite famille, au fait, de Groenlandais qui finalement nous accompagne un peu, qui nous fait le service de transport durant cette expédition-là. On a les petits bateaux, c'est le papa avec ses 2 fils qui viennent avec nous. Évidemment, c'est des chasseurs de Kouloussouk, entre autres. Donc, vraiment, on est plongé dans cette culture-là vraiment puissamment. Donc, on part en bateau là, pour aller jusqu'à Karali, donc, qui se situe un peu au nord, là, à droite sur la carte que je vous ai montrée au début. Puis, durant ce transport-là, ben, on passe à côté
de plusieurs icebergs, au fait, qui sont là. Il y en a assurément cet été quand je vais y aller. Je ne sais pas si je vais faire le trek, ceci dit, là, mais quand c'est pas mal sûr que j'aille au Groenland de toute façon, mais c'est sûr qu'il y a des icebergs qui étaient là l'année passée qui vont être encore là cette année. Donc ça fond quand même, ça fond, mais ça fond des fois tranquillement, puis des fois ils restent prisonniers dans certaines baies, dans certains fjords. Donc en bateau, on se promène dans ces icebergs-là et évidemment on a la chance d'arrêter si la chance nous sourit, ce qui arrive quand même assez fréquemment, pour des baleines ou pourquoi pas pour une chasse aux phoques, si jamais Guillaume qui nous accompagne voit un phoque, il va s'arrêter. Puis pour lui, c'est son mode traditionnel de vie. Donc on peut avoir des fois des expériences culturelles particulières qui se passent, mais c'est vraiment fait avec beaucoup d'authenticité, au fait. Je vous dirais simplement ça de cette façon-là. Donc, déplacement en bateau, à peu près 2 heures 30. C'est le moment du trek que vous allez avoir le plus froid. Il va falloir s'habiller beaucoup. On est inactif, on est assis, puis on est ébloui par les montagnes et les icebergs et la faune qui est alentour de nous. Mais c'est quand même la partie qui est la plus froide au fait du trait. On arrive à Karali. Donc, Karali, c'est un fjord, un grand fjord, qu'il y a un glacier qui se jette à l'intérieur. On voit, on est presque entouré de glaciers en quelque part là, quand on arrive sur ce campement-là. Et puis, on arrive là. Évidemment, on suit le rythme des marées aussi pendant cette expédition-là. Donc, il faut partir, faut faire en sorte tu sais, d'avoir des déplacements optimaux pour respecter les déplacements des fois qu'il y a en bateau, donc les marées hautes et tout ça, c'est plus facile pour pouvoir débarquer l'équipement puis les personnes des bateaux à marée haute. Donc, une petite gestion de ce côté-là qu'on va s'en occuper avec un grand plaisir. Donc, on arrive sur le campement, on monte les tentes. Et Karali, c'est pas pour rien que j'ai amené ma famille au Groenland et plus spécifiquement que je les ai amenés à deux endroits, à Karali et qui est le point de départ du trek, et je les ai amenés dans la vallée de Tassilak, qui est finalement le point de sortie de notre trek. Donc, je les ai amenés à ces deux endroits-là parce que c'est extrêmement beau comme endroit. C'est ça, c'est des glaciers, c'est la mer, c'est la montagne. C'est vraiment des paysages. Ben, en tout cas, je veux juste y retourner tout le temps, tu sais. Fait que oui, les couchers de soleil, puis évidemment, ben, le petit vin ou le petit thé chaud avant de passer une première nuit vraiment en expédition. Donc, pour pouvoir vraiment profiter au maximum de ce paysage-là qui est vraiment extrêmement joli. Ça m'arrive des fois de passer quelques nuits au départ, donc quelques nuits sur le campement de Karali pour aller justement marcher dans cette grande vallée-là. Tu sais, il y a possibilité des fois de marcher jusqu'à un glacier qui doit être à peu près à 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures-ish de marche du campement, tout dépendant où le campement est situé, où on décide de faire le campement précisément. Donc, c'est vraiment des belles vallées. C'est une marche qui est agréable. C'est une marche où on peut marcher avec le menton levé puis vraiment se baigner 100% dans ce paysage-là. Au niveau tu sais, du confort et tout ça, ben, tu sais, c'est sûr que pour la nourriture, ben, tu sais, la nourriture, le setup de cuisine et tout ça, ben, dans la majorité des cas, quand il fait beau, il fait généralement quand même très beau au Groenland. On fait ça à l'extérieur, donc on en profite. On a des belles chaises avec nous, on a des petites tables aussi, donc ça nous permet de vraiment profiter à 100% de tout ce paysage-là. Donc une fois qu'on a passé une ou deux nuits, ish, on va dire ça comme ça, à Karali, ben, c'est vraiment à ce moment-là qu'on débute la randonnée. Une première journée qui est encore là, tu sais, dans les 6 heures de marche environ. Puis, tu sais, les photos que je vais vous montrer, c'est juste, tu sais, de prendre un petit peu conscience de à quoi peut ressembler le terrain. C'est-à-dire qu'il y a de la roche, des fois, il y a des herbes, du lichen. Donc, c'est un terrain qui est pas très difficile, entre guillemets,
à naviguer. Tu sais, on voit tout, il n'y a pas de végétation qui nous bloque finalement dans notre cheminement. Mais il faut faire attention à ce qu'on appelle au micro-terrain, c'est-à-dire tu sais, aux petites pierres, aux petites infractuosité, tu sais, où on va poser le pied, tout ça. Donc, il faut être un peu vigilant par rapport à ça. C'est quelque chose qui se fait très bien. Tu sais. Donc, cette première journée-là, on a peut-être un dénivelé d'à peu près 500 mètres à faire pour aller jusqu'à notre campement suivant qui est Nunartivac. Là, on voit sur la photo Jean-Philippe Bosset. Jean-Philippe, ça fait, non, pas Jean-Philippe Leblanc, moi, Jean-Philippe Bosset, un autre. Donc, lui, ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait 24 ans qu'il guide au Groenland. Donc, c'est un des grands habitués de la place. Et si je ne me trompe pas, ça a été le premier guide à faire un circuit là-bas. Donc, en genre 2000 ou 2001, quelque chose comme ça. Donc, encore là, vous vous montrez un peu, là, ça, c'est vraiment la vallée de Karalé, là, c'est là qu'on a dormi, donc on s'élève un petit peu plus haut que la vallée. Ça nous permet de voir les différents glaciers qui sont alentour de nous. On va traverser une zone avec différents petits lacs. Donc, c'est super. Moi, c'est ma journée préférée, je pense, en termes de trek, en termes de diversité de randonnée. Tout ça, c'est vraiment super agréable comme journée. Il y a différents paysages qu'on voit. On montre un peu, on suit une grande arête, on traverse une section de lac, on redescend dans une autre vallée. Et ça, justement, c'est dans la vallée de Nunartivac. Donc, on voit au loin toujours un peu les icebergs qui nous accompagnent un peu toujours, tu sais, qui sont toujours présents un petit peu avec nous. Donc, on se déplace tranquillement vers ce campement-là. De la mousse comme ça, il n'y en a pas énormément au Groenland, mais cette couleur-là m'avait vraiment flashé l'an dernier. C'est drôle, hein, parce que c'est comme un paysage qui est assez grisonnant, qui est blanc, qui est couleur de la mer. Fait que dès qu'il y a une couleur vraiment très contrastante qui est là, donc ça fait vraiment un punch qui est vraiment super spectaculaire. Donc là, j'avais vraiment, tu sais, des fois, c'est vraiment des, des, des touffes de fleurs qu'on va voir qui vont, tu sais, très, très rosées, très bleues ou très blanches, comme le laiton du Groenland et tout ça. Donc, vraiment, c'est vraiment super beau à voir, là. Tu sais, on en profite un petit peu de ces petites couleurs-là, quand on les voit, là, c'est vraiment, ça éclate. C'est littéralement ça, ça éclate. Donc là, on voit un peu, tu sais, c'est un peu difficile à observer, là, mais c'est un campement qui s'appelle Nunartivac. Donc, c'est la vue qu'on a à partir du campement. Donc, on est vraiment sur ce campement-là, très près de l'eau. Et là, particularité, il y avait encore un peu de glace de banquise qui s'était compactée finalement vers la côte. Les vents avaient poussé les glaces. Et puis, malgré tout, ça circule encore en bateau dans des glaces comme ça. On a l'impression que non, mais c'était possible de naviguer. Donc, vous voyez aussi, là, ça, je pense que c'est justement Jean-Philippe, là, l'année passée. Il y a un filet à mouche, il porte un filet à mouche. Euh, les mouches du Groenland sont particulièrement. C'est vraiment une espèce. J'aimerais ça beaucoup les avoir au Québec. Parce que ça va être à certains moments du jour. Ça se peut, des fois, il y en a pas du tout. Des fois, il y en a. Quand ils ventent, évidemment, il n'y en a pas. Dès que le vent est très, très calme, il y a des moustiques qui apparaissent, mais c'est des moustiques qui ne piquent pas. C'est vraiment littéralement comme de la mouche noire qu'on peut retrouver un peu dans la taïga au Québec, là, mais ça pique pas. Donc, c'est vraiment particulier. Donc, des fois, ça va arriver qu'il y a des voyageurs qui vont mettre un filet, mais c'est plus une question d'essayer de les tenir un peu loin de soi, parce que même quand on n'a pas de filet, tu sais, tu sais, ils peuvent des fois venir sur notre peau, mais ils vont pas nous piquer. Donc, c'est une race particulière de moustiques. Quand on fait de la randonnée, la très grande majorité des gens n'ont pas besoin de filet à mouche. Mais des fois, sur les campements, celui-là particulièrement, Nunartivac, qui est un campement qui est quand même assez protégé des vents, il y a un petit peu plus de moustiques qui est là. Donc voilà, un petit peu côté moustique. Je vous avais dit tantôt, là, tu sais, une des particularités, c'est aussi les traverses de rivière. Donc, on en a plusieurs. On a presque des traverses de rivière à faire pas mal à tous les jours.
Je dirais la majorité des traverses qu'on va faire, c'est des petites traverses comme on voit présentement, où on va avoir de l'eau à peu près mi-mollet, maximum genou. Donc, comme on voit un peu sur la photo, donc on enlève nos bottes, on met ça sur notre dos, puis ah ouais, on traverse. Puis il y a des gens qui amènent des bas en néoprène, il y a des gens qui font ça simplement en sandales. On conseille toujours d'avoir quelque chose dans les pieds quand même pour ces petites traverses-là. Évidemment, ça surprend, mais en même temps, ça fait du bien. Donc, après 4 heures de marche, quand il faut se mouiller les pieds, mais généralement, tout le monde est pas mal content de pouvoir faire ça. Donc, il y a beaucoup de petites traversées, mais beaucoup, là, il y a quelques traversées par jour qu'on va faire. Puis, il y a une grande traversée à un moment donné qu'on va faire où, là, on voit pas les... au fait, on a fait la partie la plus profonde de la traverse. On voit les deux personnes à peu près plus sur la gauche de la photo, là, qui ont un peu plus presque jusqu'à la paille finalement de l'eau. Donc, on a une traverse de rivière qui peut être délicate. Donc, il y a différentes stratégies, évidemment, qu'on va adopter pour pouvoir traverser ces zones-là de manière sécuritaire. Donc, il y a plein de techniques qu'on utilise là, pour faire ça de la bonne façon. Est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il fait froid au Groenland? J'aime beaucoup cette photo de quelqu'un qui se rafraîchit tout juste avant le campement qui s'appelle Ikatek. Donc, des fois, il fait tellement chaud qu'il faut se coucher sur des blocs de glace pour avoir moins chaud. C'est évidemment, c'est une image qui est un peu poussée, mais tu sais, pour la petite histoire, mon garçon l'été passé, quand il est venu après le trek que j'avais avec Caravanier. Beaucoup des randonnées qu'on faisait, il était en bédaine. Donc, c'est étonnant. Pendant la journée, c'est vraiment, quand le soleil est présent, c'est très confortable au fait. Là, tu sais, on va aller, ça peut aller dans les 15 degrés. Puis s'il n'y a pas de vent, le ressenti peut être plus que ça. Évidemment, si c'est nuageux, ça va être plus frais. Si c'est venteux, évidemment, aussi. Je dirais, jusqu'à maintenant, j'ai été très chanceux. J'ai eu très peu de grosses mauvaises météo au Groenland. Donc, on parle, c'est ça, là, dans la journée, tu sais, 12 degrés et plus, là, tu sais, 15. La nuit, ça va descendre, mais pas tant que ça, hein, parce que on est, pas tant que c'est le soleil de minuit, mais on est vraiment pas loin de ça. Donc, oui, il y a de la variation de luminosité, mais j'ai jamais eu besoin d'allumer ma frontale. Exemple, en pleine nuit, pour pouvoir trouver quelque chose à côté de moi dans mon sommeil. Donc, le fait que le soleil est quand même toujours pas très loin, il y a peu de variation quand même. Il y a une variation de température, mais elle n'est pas si marquée que ça, comparativement à des endroits qu'il y a vraiment la nuit. Donc, tu sais, si on peut parler de 8 degrés, tu sais, 7, 6, j'ai pas connu de gelée encore au Groenland en été. Donc, des fois, ça a passé tout près, mais la majorité du temps, là, c'est une température 5 degrés, 6 degrés et un petit peu plus des fois. Donc, voilà un petit peu où on essaie de placer le Groenland, là. Donc, c'est pas pour rien que la glace à fond. Ceci dit, ça peut arriver des fois quand même qu'il y a de la météo qui brasse. Ça reste un lieu qui est quand même éloigné et sauvage et pas mal au nord aussi. Donc, après ça, un autre truc intéressant qu'on fait durant le trek, on va remonter la vallée qui s'appelle Tunupkua. Donc, on va se déplacer. C'est vraiment une montée qui est hyper graduelle, là. Tu sais, si vous voyez, tu sais, la photo présentement, tu sais, on part de l'eau qui est dans le fond au centre de la photo. Puis là, il doit y avoir un 3 km jusqu'à l'eau. Et je pense que ça a monté de 150 mètres à peu près. Donc, c'est la majorité du temps, c'est vraiment dans un genre de footing ou de relief comme ça qu'on va marcher. Donc, des montées qui sont quand même, mis à part la première journée, qui est en soi un monde en soi. Les autres journées, c'est généralement, quand il y a des montées, c'est des montées qui sont graduelles et très lentes. Donc, on passe dans cette vallée-là, on va passer un petit col, le col de Tunukua, justement. Donc, on marche, puis là, on est vraiment dans le sauvage. On suit la rivière des fois, on se tasse un petit peu, des glaciers un peu alentour de nous, toujours en milieu montagneux.
Et ça, c'est le col. Le col ressemble à ça. Donc, c'est super plat comme col. Puis après ça, on va continuer, on va redescendre la vallée de l'autre côté. Et on va arriver sur un petit restant de glacier qu'on va devoir traverser pour aller au camp qui s'appelle Gazebo. Parce qu'auparavant, il y avait un gazebo qui était là. Le gazebo a été détruit par les vents en 2000, à l'hiver 2023 ou 2022. Je suis plus trop certain. Donc, tout ça pour vous dire qu'on va faire une petite traverse sur glacier. Donc, c'est un glacier qui est sec. Quand on dit un glacier sec, c'est qu'il n'y a pas de neige fraîche dessus. Donc, toutes les fissures qu'on peut voir, on peut tout voir, en fait. Donc, il n'y a pas de danger de crevasse ou de choses comme ça. Donc, on va pouvoir marcher sur ce glacier qui est sec, entre guillemets, c'est-à-dire c'est de la glace pure du début à la fin, recouverte de petits cailloux finalement noirs. Donc, on va marcher sur ce glacier-là. Et puis on va redescendre de ce glacier-là. Là, on voit un petit peu des gens un petit peu sur la gauche, là. Donc, cette marche-là qui est vraiment particulière, qui a sa couleur totale, tu sais, au cours du voyage, c'est un petit point, vraiment, c'est une couleur particulière à ce voyage-là. C'est vraiment quelque chose de super plaisant à effectuer. Donc, des fois, ça peut être une première expérience aussi sur glacier. Donc, c'est extrêmement adapté pour qu'on puisse y aller. Donc, ça se fait vraiment bien. C'est vraiment une belle petite aventure à vivre. C'est super plaisant. Donc là, on voit un peu, là, justement, quand je vous disais les couleurs, des fois, tu sais, qui contrastent, ben, c'est un peu ces fleurs-là qui sont finalement l'emblème du Groenland. Niviarsiak, que ça s'appelle en groenlandais. J'ai oublié le nom ici qu'on donne au Québec, mais on en retrouve aussi dans la toundra de ces fleurs-là. Donc ça, c'est la marche en descendant du glacier. Le glacier qu'on voit, il est au bout de la vallée sur la droite. Donc on a descendu cette petite langue de glacier-là et puis on est en train d'aller vers le gazebo. Donc le gazebo qui est situé sur le fjord Tasiilaq, finalement, qui est le fjord qu'on voit actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ça? On commence à rentrer finalement dans les derniers paysages qu'on va voir durant notre trek. Donc, on voit les triplettes là, qui sont vraiment les trois pics qu'on voit sur la gauche, sur la droite au fait de la photo. Donc, on est vraiment dans ce paysage-là pour terminer finalement notre randonnée. Donc, les tentes, au fait que vous voyez d'ombre comme ça, euh, l'autre photo d'avant, il y en avait deux. Normalement, on a une par expédition. Là, c'était une expédition familiale, là, comme je vous l'avais dit cette fois-là. Donc, on va faire la cuisine, nous, à l'intérieur de ça. Les guides, on va souvent dormir aussi à l'intérieur de cette tente-là. Donc, c'est vraiment notre abri commun c'est notre salle commune, c'est notre salon, c'est notre cuisine et en même temps, c'est la chambre des guides, généralement. Donc, sinon, je pense pas que je vous ai mis de photos là, pour les voyageurs. C'est des tentes, on fournit des tentes trois personnes, idéalement pour deux personnes à l'intérieur. Je pense que si vous avez des problèmes ou si vous vivez avec des trucs particuliers au niveau du sommeil, on va dire ça comme ça, vous pouvez avoir accès, je pense, à une tente là, seule ou quelque chose. Il y a moyen de moyenner, là, je pense. Là. Je me rappelle plus trop comment ça marche, mais je sais que tu sais, pour des gens qui sont très, très préoccupés et qui ont des enjeux reliés au sommeil, là, je pense qu'il y a moyen de s'arranger de cette façon. Voilà pour ça. Donc, ça, c'est la photo classique de ce campement-là, tout près du gazebo, là, au fait, finalement, dans les derniers camps qu'on va faire. Le fjord Tasiilaq, le matin, je sais pas c'est quoi le phénomène, il n'y a pas de vent. L'eau est calme, 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 calme. Et je pense que ça m'est pas mal toujours arrivé d'être capable de prendre ce genre de photo-là où il y a une réflexion dans l'eau qui est parfaite, au fait, finalement. Donc, c'est vraiment unique à ce coin-là. Là. J'ai pas vu d'autres choses. Là. On dirait qu'il y a comme un petit microclimat dans ce coin-là là, qui fait en sorte que l'orientation du char par rapport au vent dominant et peu importe, là, le matin, c'est souvent très, très, très calme. Donc,
Je vous parlais, tu sais, des petits sentiers des fois qu'on peut qu'il va y avoir à certains moments du trek, des sentiers finalement créés par les autres randonneurs qui ont été sur ce terrain-là aussi. Mais ça ressemble à ça. Des fois, ça nous facilite la vie pour de vrai de pouvoir suivre un peu ces sentiers-là. Il y a toujours des petits débats à savoir est-ce qu'il faut les suivre, est-ce qu'il faut pas les suivre. Bref, on pourra s'en parler là-bas, mais il y a plein de petites choses qu'on peut voir par rapport à des bons comportements qui font en sorte qu'on va prendre soin de la nature durant cette expédition-là. C'était juste pour vous donner une image un petit peu plus à quoi ça ressemble. Là, c'est pas mal. En fait, c'est la dernière vallée. Tu sais, quand au début, là, il y avait Far Away in Tasilak Fjord Camp, là, tu sais, l'espèce de campement de bout de fjord. Ben, on va partir avec nos sacs à dos, puis on va aller dans cette vallée-là, on va aller passer minimalement une nuit. Donc, ce qu'on fait, on a des sacs à dos, on vous conseille d'avoir des sacs de 60 litres au niveau du volume, puis on va partir, on va mettre sac de couchage, petit manteau, on va partir un peu en mode aventurier pour aller passer une nuit dans cette vallée-là. Donc, on va partir, on va marcher, puis c'est la seule photo que j'ai trouvée qui arrivait un peu à faire sentir ce paysage-là. C'est vraiment une vallée en U. Tu sais, une vallée en U, c'est vraiment le plat, le bas de la vallée est plat, puis tu as les côtés qui remontent, et c'est une vallée qui est très, très large. Euh, tu as un feeling de grandeur. Moi, cet endroit-là, ça me fait vraiment vivre quelque chose. De me sentir petit, d'être dans de l'immensité. Dans le fond de la photo, là, on a de la misère à distinguer, mais il y a comme deux langues glaciaires qu'on peut aller marcher au pied. Euh, c'est vraiment un drôle de feeling, puis on est vraiment tu sais, on part, oui, là, à ce moment-là, on a notre sac de couchage avec nous, on a peut-être un petit peu plus de linge et tout ça, on essaye de se partager la nourriture. Les guides ont souvent un bon gros sac à dos durant cette randonnée-là, mais c'est hyper calme. Je sais pas comment l'expliquer autrement que euh, c'est comme naturellement contemplatif. C'est vraiment ça. Rendu à cette étape-là, on sait que l'expédition va se terminer bientôt. Puis il y a comme, tu sais, moi j'ai vraiment des souvenirs de voir des gens, tu sais, comme des petits points un petit peu à l'horizon se promener tout tranquillement. C'est vraiment des bons feelings dans cette vallée-là. Je sais pas comment trop l'expliquer. Ça se ressent plus que ça s'explique en quelque part. Mais c'est une petite photo pour vous essayer de vous donner juste un petit teaser de qu'est-ce qu'on peut ressentir là, sur ce terrain-là. Donc après cette nuit-là qu'on va avoir passé un petit peu plus loin dans la vallée, on va revenir jusqu'où le bateau peut venir nous chercher. Et puis ça fait le tour un petit peu de le trek, tu sais, à quoi ça peut ressembler. Maintenant, je voulais quand même vous sensibiliser à quelque chose. Souvent, je pense qu'on a tous la même chose en tête, c'est quand on pense à des territoires polaires, des territoires nordiques, c'est comme l'ours. L'ours, toujours. Puis oui, il y a plein de choses qu'on fait pour minimiser les risques de rencontre, pour se protéger, pour la sécurité. Mais drôlement, c'est plus avec les petits renards arctiques qu'on a des problèmes. Donc ça, c'est l'été passé où j'étais littéralement tranquillement en train de péter ma coche après le petit renard qui venait de partir, je pense, avec le beurre. Je pense qu'il était parti aussi avec un linge à vaisselle. Donc, c'est des petits sournois, vraiment très, très particuliers, tout petit, tout petit, tout petit. Mais c'est l'animal, au fait, qui nous pose le plus de défis quand on est en expédition au Groenland. Donc, il n'y a pas de problème pour les tentes personnelles tu sais, des voyageurs et tout ça. Mais pour la gestion de la nourriture, des guides et tout ça, il faut faire attention. C'est vraiment des petites bêtes intelligentes. Puis c'est ça. Donc, il n'y en a pas sur tous les campements. Ceci dit, il y a certains coins qui sont plus réputés, on va dire ça de cette façon-là, qu'on a des colocataires qui sont plus présents, on va dire ça de cette façon-là. Mais évidemment, il y a quand même les ours qui sont là, d'où, évidemment, on va traîner arme à feu avec nous pour pouvoir
En cas de rencontre, pour pouvoir un moyen de défense ultime, on va dire ça de cette façon-là, mais c'est aussi un moyen aussi de se faire entendre avant qu'une situation dérape, etc. Donc, évidemment, les guides qui vous accompagnent sont formés, ils sont habitués de faire la gestion de ce type de matériel-là, et c'est quelque chose qu'on va avoir avec nous en trek. Donc, moi, je vais toujours traîner une arme à feu aussi avec nous quand on va être en déplacement sur le terrain. Puis faites-vous-en pas. Tu sais, la première nuit qu'on passe en tente, tout le monde a un peu ce petit feeling-là à l'intérieur de soi de se sentir peut-être des fois un petit peu mal à l'aise et tout ça. Parce que c'est possible qu'il y en ait. C'est pas encore arrivé dans les expéditions caravanières qu'il y a eu d'ours qui sont venus sur des campements. Mais tu sais, on voit généralement, on voit toujours une trace ou deux à un certain moment dans l'expédition. La majorité des ours sur la côte est du Groenland se tiennent plus au nord que la zone où on est. C'est possible qu'il y en ait, mais majoritairement, c'est plus au nord. Et particularité des ours groenlandais, c'est des petits ours blancs, si on peut dire ça, hein, en termes d'ours polaires. Mais ils ont vraiment une génétique qui commence, je dirais pas à se différencier, là, c'est pas une autre espèce, mais il y a vraiment quelque chose au niveau du poids de l'animal. Donc, c'est vraiment un animal qui est un petit peu plus petit. Mais tout ça pour vous dire que, tu sais, là, on voit les petites fleurs blanches, là, le coton arctique là, qui est là. Oui, puis les ours polaires, on en est consciencieux, on fait les bons comportements pour minimiser les possibilités de rencontre. Évidemment, on connaît qu'est-ce qu'il faut faire aussi en cas de rencontre, mais ça reste qu'on est, tu sais, il y a une certaine douceur quand même qui est présente. Donc, on va faire en sorte pour les personnes des fois qui sont un peu plus anxieuses par rapport à ça, de faire en sorte d'avoir un climat que vous allez pouvoir dormir la nuit. C'est très important. Euh, et puis, petite météo aussi. Hein, il fait chaud au Groenland. Évidemment, c'est poussé l'eau. Tu sais, vous voyez là, peut-être un peu sur la gauche, il y a un petit restant d'iceberg qui est là. L'eau est quand même froide, là, mais dans le fjord Tasiilaq, le fjord est quand même peu profond, donc ça peut permettre la baignade pour les courageux. Ça peut être aussi un endroit, le fjord Tasiilaq à la fin. Tu sais, on peut pêcher de l'ombre de l'Arctique aussi, parfois à certains moments, tout dépendant des guides qui vous accompagnent. Pour le retour, là, ben, finalement, c'est comme à l'aller. Donc, on reprend les petits bateaux qui viennent nous chercher. Puis là, je vais vous dire une affaire, là. Les Groenlandais, là, les Inuits au Groenland, quand ils vous disent qu'ils vont arriver à 16 heures, là, mettons, là, tu leur demandes, là, tu sais, le trek, là, ça dure une dizaine de jours. OK? Fait qu'au début du trek, là, on fait l'horaire avec eux, puis à la fin, on regarde les marées. OK, à la fin, vous viendrez nous chercher, mettons, à 4 heures, tu sais, en fin d'après-midi. Et ils vont pas arriver à 15h59 ou à 16h01. C'est vraiment à 4 heures pile. Donc, on a vraiment une équipe qui est incroyable. Donc, hyper professionnel, hyper authentique, hyper vrai. Mais c'est vraiment des gens sur qui on peut compter vraiment à 100%. Donc, on remet les bagages à l'intérieur du bateau, puis on revient finalement au village de Kouloussa. Et puis là, justement, c'est une petite photo de moi avec Guillaume. Guillaume qui nous accompagne caravanier depuis toujours, au fait qu'on est au Groenland. Donc, c'est vraiment un ami de caravanier. Guillaume, tu sais, c'est drôle parce qu'il parle très peu anglais. Euh, il parle vraiment très peu anglais, en fait. Mais il y a quelque chose qui passe dans le non-verbal, un peu dans une chaleur. C'est vraiment des belles personnes qu'on rencontre, au fait, finalement, là-bas. C'est des personnes de peu de mots. C'est pas des gens qui vont, tu sais, nous expliquer tout sur leur mode de vie traditionnel ou des choses comme ça. Mais c'est des gens qui sont présents, qui habitent leur territoire, qui sont amoureux de la terre qu'ils habitent. Puis, tu sais, oui, le Groenland, c'est le fun pour les paysages, évidemment. Tu sais, les photos qu'on a vues, on était beaucoup là-dedans. Les glaciers, l'eau, la montagne, tout ça, la faune, la flore et tout ça. Mais, tu sais, une des richesses, c'est quand même les gens. Donc, malgré que c'est une culture qui est discrète, j'aurais tendance à dire ça de cette façon-là, les contacts qu'on a avec les gens là-bas sont vrais. Tu sais, à la limite de ne pas être la grande exubérance et tout ça,
On est purement dans quelque chose de très, très vrai. Donc, des gens qu'on va rencontrer, évidemment, là-bas.